Sur ce dernier temps, on a proposé donc à 4 pères aidants de nous présenter un petit peu ce qu'ils font, donc des activités qui sont assez diverses, vous allez voir. Et l'idée était d'avoir quand même un aperçu de la diversité de la pratique. Donc je laisse la parole à Arjin qui va présenter l'association Esper dans un premier temps. Et bah du coup, je m'appelle Arjin, je suis père aidant professionnel pour l'association Esper, et du coup, je vais vous présenter un peu ce que fait notre association et les initiatives qu'on propose pour relever certains défis de la professionnalisation de la père aidance. Alors du coup, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'association déjà à main levée. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de l'association ou est-ce qu'il y en a encore qui... Ouais, super cool. L'idée du coup de l'association, vous la connaissez déjà peut-être, c'est l'idée d'une plateforme, une association plateforme qui embauche des pères aidants et qui vient les déployer sur des structures du sanitaire dans le champ de la santé mentale, du neurodéveloppement. Mais du coup, je vais vous faire un peu d'historique pour qu'on se situe un petit peu dans quel contexte on a vu le jour. Tout a commencé en juillet 2019, donc c'était il y a un petit moment déjà, avec des membres fondateurs, dont certains qui sont présents aujourd'hui et qui ont parlé même plus tôt dans la journée. Je n'ai pas suivi cette partie-là parce que j'étais pas dans la père aidance à ce moment-là, donc j'aurais pas beaucoup d'éléments contextuels à vous donner, si ce n'est qu'il y a voilà, tout un tas de membres fondateurs, 11 à l'origine, qui créaient du coup les statuts de Esper. La création de l'association se fait à ce moment-là et l'aventure commence pour Esper. Avec des personnes assez emblématiques comme Camignard, comme Nicolas Franck, j'en passe et d'autres. Suite de ça, on recrute notre premier coordinateur, qui était Yann Dante à l'époque, et qui a contribué à l'embauche du coup des premiers pères aidants salariés recrutés dans ce contexte-là. Il y a eu des évolutions dans la gouvernance. Je vous passe un peu cette dimension-là parce que je la maîtrise pas bien et que c'est pas forcément le cœur de pourquoi on est là aujourd'hui. Puis il y a eu une subvention. Nous, on est subventionné à la base par un FIOP et du coup maintenant ça a été pérennisé. Donc grâce à cette pérennisation, ça nous permet d'entrevoir un petit peu l'avenir avec un peu plus on va dire de sécurité et de projection. Courant de l'année 2024, on a rédigé le premier projet associatif qui nous a permis vraiment d'avoir un axe très clair sur là où on voulait aller en termes de père aidance. Et là, très récemment, depuis mars dernier, on a connu une restructuration. Notre coordinateur, qui était devenu notre directeur, est parti vers de nouveaux horizons professionnels. Et on a aujourd'hui une coordinatrice, une assistante de direction et moi, dans le Trinôme, en tant que père aidant référent métier. Donc là, aujourd'hui, c'est notre super belle équipe. Ils sont super cool. Il y en a ici. Donc elle est composée de 8 pères aidants. Et parmi ces pères aidants, d'ailleurs il en manque un, et parmi ces pères aidants, il y a plein de lieux de mission représentés. Donc vous le voyez avec les petits descriptifs, il y en a qui sont au PEP ARHM, d'autres au Vinatier, certains full-time sur Esper. En tout cas, on a une diversité en termes de lieux de mission. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir une sacrée richesse en termes de collaboration, puisque c'est un peu le cœur de notre structure. En gros, l'idée de Esper, c'est un peu l'idée d'une pépinière. Ça répond à des enjeux en termes de professionnalisation de la père aidance. En tout cas, ça tente d'y répondre avec ce constat un peu en filigrane que pour certains, vous connaissez parce que je vous ai déjà un peu raconté mon histoire si vous m'avez entendu dans le DU de père aidance. Moi, quand j'ai commencé la père aidance, je sortais du DU de père aidance avec l'impression d'avoir plein de connaissances théoriques, parfois même des mots un peu galvaudés en tête, mais aucune connaissance pratique de ce qu'était mon métier. Aucun outil très concret, à part peut-être les directives anticipées en psychiatrie, mais en tout cas la sensation d'avoir à construire ma pratique. Et dans ce contexte-là, j'ai eu conscience que je ne savais pas. Je savais que je ne savais pas. Et j'ai eu besoin d'avoir plus d'étayage sur ma pratique, sur qu'est-ce que c'est construire ma pratique dans ce contexte-là. À la fois, c'était très galvanisant parce que je me disais, en fait, tout est à construire, donc je peux aller où je veux. Mais en même temps, c'était déroutant. Et quand on deal un peu avec un syndrome de l'imposteur, des petites insécurités et un âge assez jeune, on navigue un petit peu à vue et c'est parfois un peu étourdissant. Donc je me suis tournée vers Esper pour faciliter mon embauche et ça a contribué largement à ma montée en compétences et au fait que je sois rassurée et surtout que je puisse comprendre ce que je suis en train de faire dans mon travail. C'est un peu ça le but de Esper, c'est l'idée d'avoir une pépinière de pères aidants. Ça s'articule de manière assez simple, c'est-à-dire que les pères aidants,
toute la semaine. Ils sont déployés dans différents lieux de mission, des hôpitaux divers et variés. Et les lundis matins, on a un temps sanctuarisé où on a de la supervision, de l'intervision, des activités pratiques, des mises en situation. Les pères aidants se présentent les uns les autres des outils, des manières de faire, voire même les pathologies des uns des autres, ou alors des thématiques spécifiques au rétablissement des uns des autres. Et tout ça, du coup, ça contribue à ce phénomène de transmission, du coup, qui nous permet à la fois de monter en compétence les uns les autres, mais aussi de faire vivre autre chose que juste notre savoir expérientiel du rétablissement, mais aussi notre savoir expérientiel professionnel. Et ça, c'est assez riche. Surtout quand il y a des questions d'intégration de comment je fais si je suis travailleur isolé au sein de ma structure, comment je fais face au fait qu'il y a peut-être des propos stigmatisants que j'entends dans le quotidien professionnel de la part de mes collègues, quelle est ma place, comment je fais si je n'ai pas accès au compte-rendu, comment je fais si je n'ai pas accès aux réunions cliniques, etc., etc. Donc tout ça, ça a pour but de solidifier un petit peu, de consolider la position, la posture et à terme la stature professionnelle. Je vais citer notre assistante de direction qui a écrit ce texte que je trouve très très beau et j'ai envie de vous le partager, que depuis sa création, Esper a beaucoup évolué, mais a toujours gardé un état d'esprit singulier, un espace d'expérimentation, de création, de collaboration, un esprit terrain de jeu, un lieu ressource pour les pères aidants en dehors des lieux de mission, où l'on peut interroger sa posture, confier ses doutes, se remettre en question, exposer sa pratique, mais aussi aider ses collègues, les orienter, les guider. Ici, on essaye, on se trompe, on recommence, on transforme, on accueille la parole de ses collègues, on apprend soi-même autant qu'on apprend des autres. En somme, Esper n'est plus simplement un projet, c'est devenu une aventure collective, un chemin de transformation continue. Moi, ça me fait un peu penser au rétablissement. On continue du coup avec cette idée de quel est l'apport en réalité du quotidien. Donc non seulement il y a la question de pouvoir soutenir la posture des pères aidants, mais il y a aussi la question de penser l'intégration au sein des équipes. Peut-être que vous avez dans la salle déjà fait les frais de quand cette intégration elle n'est pas forcément préparée. Et pour certains, ça peut résulter dans des trucs très très compliqués. Donc nous aussi, on a un petit peu eu des warnings par rapport à cette question. Et donc depuis un moment, on propose énormément de choses par rapport à la préparation des équipes dans le terrain. Pour en citer un, mais je vais le développer un petit peu plus loin, on forme et on sensibilise les équipes au rétablissement et à la pérédance, et on crée un espace ouvert dans lequel ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, qui n'est pas devant le père aidant, histoire que le père aidant, il n'ait pas à ramasser tout un tas de questions très intrusives et maladroites, mais que ce soit plutôt d'autres personnes qui ne sont pas amenées à travailler en collaboration avec ces personnes. Donc ça peut nous permettre d'anticiper un peu certains écueils. On n'a pas en tête qu'on prévient tout et qu'on est parfait, mais en tout cas, ça nous permet d'amorcer certaines discussions qui peuvent être difficiles. La question en fait, qu'on se pose un peu en filigrane, et je pense qu'on se la pose aussi au cours de cette journée, c'est comment penser le cadre de la pérédance, harmoniser les pratiques sans entraver la liberté des pères aidants. Parce que ça reste une pratique qui est diversifiée, et ça, c'est beau. Nous, ce qu'on constate au sein de Esper à l'heure actuelle, et ce qu'on a un peu en tête comme étant les enjeux autour de la professionnalisation de la pérédance, c'est non seulement de pouvoir construire cette pratique, mais aussi de préparer les futurs pères aidants aux réalités de leur profession, c'est-à-dire une profession nouvelle, double enjeu de reconnaissance, parce qu'il y a à la fois cette dimension d'être reconnu comme un professionnel à part entière, mais aussi pouvoir contribuer à valoriser le statut de personne et non pas juste de patient des personnes qu'on a en face de nous, parce que trop souvent c'est oublié. Offrir des opportunités de formation et d'expérience du métier, avec cette idée qu'on n'est pas juste père aidant et ensuite il n'y a plus d'évolution. On est en constante évolution et parfois on peine à avoir cette évolution. Contribuer à poser les bases d'un langage et d'un système de référence commun. Pour toute profession, c'est le cas. Pourquoi pas pour la nôtre? Et pour autant, rien que sur la définition ou même la manière dont on qualifie un père aidant, on a médiateur de santé père aidant, peer support worker. On a énormément de manières de parler de la père aidance qui sont très diversifiées. Merci. Faire évoluer les pratiques en matière d'intégration pour éviter les écueils, ça j'en ai un petit peu parlé. Et globalement, permettre à un maximum de personnes d'avoir accès à la pérédance, parce que c'est ça le but, in fine. Nos initiatives, du coup, et je vais conclure un petit peu sur ça, aujourd'hui, du coup, on assure une visio informative sur le métier de père aidant qui a lieu à peu près tous les trimestres.
Donc vous avez les dates pour la prochaine. Si vous avez envie de vous inscrire, je vous encourage à contacter le mail qui est juste là ou alors directement sur notre site internet. C'est une visio qui est gratuite, bien entendu. Et le but, c'est d'avoir une discussion avec des pères aidants qui sont en poste sur les écueils, les difficultés, mais aussi les côtés très cool, parce que c'est aussi le cas, les prérequis que nous, on estime étant importants. L'idée, c'est vraiment de se renseigner sans romantiser la profession, parce que c'est un petit peu parfois ce qui peut se produire quand on a un peu cette idée de rétablissement qui viendrait se transformer et être mis à profit des autres, rendre ce qu'on nous a donné. Parfois, on peut avoir une vision un peu romantisée de la profession. Là, l'idée, c'est de faire face à cet écueil-là. Et les autres initiatives qu'on a, du coup, là, on est en train de travailler activement autour de la période du tutorat. Donc, en gros, chaque personne qui est embauchée par l'association, elle va avoir une période de tutorat qui est plus ou moins longue, mais globalement, c'est 2 à 3 mois, dans lequel nos nouvelles recrues, elles vont bénéficier de tout un tas de formations complémentaires au DU, ou alors elles n'ont pas encore passé le DU, elles vont le passer plus tard. L'idée, c'est une montée en compétences pour que la personne elle soit le plus au clair avec ce qui va constituer sa pratique. De l'intervision et de la supervision, ça j'en ai déjà un peu parlé, et la formation et la sensibilisation des soignants, mais aussi l'accompagnement des équipes au recrutement, la réalisation de la fiche métier, la réalisation d'une fiche mission, pour que ce soit le plus clair possible et qu'elles aient l'équipe les attentes les plus claires possibles sur qu'est-ce que c'est un père aidant et qu'est-ce que ça n'est pas. Notre dernière nouveauté en date, c'est le parcours de bénévolat professionnalisant. Peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont vu sur LinkedIn. Esper a développé un peu ce projet-là depuis un moment, on en parlait. Aujourd'hui, on l'a mis en place. On est en pleine période de recrutement. D'ailleurs, coucou aux personnes qui ont déjà postulé. On vous fait suite très bientôt. L'idée, c'est d'essayer en fait une autre voie pour se professionnaliser dans la pérédance, qui ne soit pas uniquement un diplôme universitaire d'entrée de jeu, parce qu'on sait que c'est important, les diplômes universitaires, parfois, ils sont rigoureux dans leur sélection, et c'est important qu'ils le soient. Mais malgré tout, pas tout le monde n'a l'occasion de pouvoir expérimenter le terrain en avance et de faire de la pérédance informelle. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier à la personne de notre programme de tutorat, où il y a toute cette montée en compétences qui va être faite, une expérience concrète du terrain, sans forcément de conséquences en termes de salariat immédiatement, mais de pouvoir permettre à la personne de monter en compétence et de tester la réalité du terrain, sans pour autant avoir les engagements pressionnants autour de est-ce que ça va entacher. On a des personnes, c'est moi j'ai envie de garder ma pension d'invalidité par exemple, ou d'autres questions. J'ai pas envie de m'engager pleinement là maintenant tout de suite dans une activité salariée. Et le but du coup de ce bénévolat, c'est un petit peu ça. Et c'est in fine, si la personne elle le souhaite et ça fonctionne, on lui proposera du coup une embauche au sein de Esper ou autre. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir proposer une autre vision des choses et une autre manière d'avoir accès à la pérédance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je finis. Ok, rebonjour, c'est encore moi. Je suis avec Lorraine, une personne que j'accompagne depuis plus de 3 ans. Et on va être pratico-pratique. Lorraine est patiente experte à la Haute Autorité de la Santé. Elle fait partie des groupes de travail de recommandation de bonne pratique. Suite à l'envoi de ton témoignage, donc c'est un pratico-pratique. Elle va témoigner un peu du parcours qu'elle a pu traverser, notre rencontre. Et pour parler un peu d'hospitalisation complète, donc c'est là où je l'ai rencontrée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, un père aidant en hospitalisation complète, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'y suis. S'exercer quelque part au plus près de la clinique, au plus près de la crise, au plus près de la souffrance, effectivement. Je reviens, je fais un petit passerelle sur le non-verbal et le silence. Ouais, je le pratique beaucoup en hospitalisation complète pendant le moment de la souffrance, la crise. Donc, ça rejoint un peu ça. Donc, c'est une première ligne d'hospitalisation, effectivement. Ensuite, on va retrouver les CMP en ambulatoire en deuxième ligne. Ensuite, tout ce qui concerne les services de réhabilitation psychosociale. Donc, au plus près de la clinique, au plus près de la crise, des vulnérabilités, des fragilités des personnes, de la chute, de la rechute, des doutes, des craintes, des peurs des gens, l'hospitalisation complète. On vit ça aussi au plus près du flou, de l'invisible aussi. Et au plus près aussi, pour faire une passerelle sur la présentation des familles, au plus près des familles et des proches aussi, l'hospitalisation complète en tant que père aidant. Les entretiens familiaux, c'est notre quotidien aussi, quoi.
Je te laisse te présenter, Lorraine, et j'ai un petit discours toujours après. Merci Lorraine. Ok, donc bonjour, je m'appelle Lorraine Marc, j'ai 23 ans. Donc oui, je suis patiente experte à la HAS et je suis accompagnée par Lotfi en tant que père aidant depuis 2 ans et demi, depuis février 2023. Donc j'ai écrit un témoignage, je vais vous le lire. Voilà, donc, je m'appelle Lorraine Marc, j'ai 23 ans et je vis à Lyon. Je bénéficie de l'accompagnement d'un père aidant depuis février 2023, qui est donc Lotfi, qui m'accompagne dans le cadre du CMP Villette, du pôle centre rive gauche de Lyon. Alors, notre rencontre est le début de l'accompagnement par mon père aidant. J'ai rencontré pour la première fois Lotfi en février 2023, alors que j'étais hospitalisée au Vinatier à HC3 depuis quelques jours. C'est lui qui est venu me parler en premier alors que nous étions sur la terrasse de l'unité. La communication fut très fluide et j'ai pu ressentir pour la première fois dans mon parcours psychiatrique une compréhension mutuelle de la souffrance psychiatrique et une écoute singulière de mes craintes, de mes peurs et de mon anxiété. Nous nous sommes revus tout au long de mon hospitalisation et sa présence a été d'une grande aide et d'un grand soutien. Nos échanges ont pu nous permettre d'évaluer ensemble mon vécu, ainsi que ma situation sociale, professionnelle et émotionnelle. Il m'a accompagnée à mes rendez-vous chez le psychiatre, avec qui les échanges ont été facilités et ma prise en charge médicamenteuse améliorée. Il m'a dirigée vers une assistante sociale dans mon unité, avec qui j'ai pu compléter un dossier pour une demande d'AAH et être informée des aides auxquelles j'avais droit dans ma condition. L'accompagnement de mon père aidant a eu des effets immédiats sur mon parcours naissant de rétablissement. Quand je vais parler de rétablissement dans mon témoignage, c'est notamment le rétablissement personnel, plutôt que clinique. Donc ça m'a apporté un apport de solutions adaptées à mes problèmes, autant psychiatriques que matériels, de la réassurance face à la maladie et ses impacts, des échanges sur nos vécus et des discussions que j'ai perçues comme libératrices, une écoute active et un soulagement mental face à la solitude. C'était un peu la première fois que je me suis dit « c'est bon, je ne suis plus seule ». Ainsi qu'un apaisement des peurs face au retour à la vie normale à ma sortie de l'hôpital. Il m'a même accompagnée à mon domicile lors d'une permission pour une meilleure appréhension de l'extérieur. L'événement qui m'a le plus marqué lors de mon hospitalisation et où Lotfi était présent fut la rencontre avec mes parents. Avant mon hospitalisation, nous avions une relation filiale très instable et très négative. La communication entre nous s'était détériorée depuis quelques années et sans un diagnostic précis, aucune compréhension ne semblait possible. Mais lors de cette hospitalisation, un diagnostic du trouble borderline put enfin être posé. Et ce fut un peu comme une libération. Je savais enfin à quoi me référer pour pouvoir avancer dans mon rétablissement. Le rendez-vous avec mes parents me stressait beaucoup et Lotfi a été présente pour moi du début à la fin, de l'accueil de mes parents à l'hôpital jusqu'aux au revoir. Lors du rendez-vous, après que mon psychiatre ait pu expliquer à mes parents le diagnostic du trouble borderline et répondre à leurs questions, Lotfi a pu leur expliquer son rôle de père aidant et partager sa vision de mon accompagnement. Grâce à sa présence, je me sentais apaisée, en sécurité, malgré la pression intense que je ressentais et la peur de la réaction de mes parents. Mes parents ont pu être rassurés sur la manière de m'épauler et ils ont pris conscience de leur rôle de proche aidant auprès de leur fille. Notre lien familial et notre communication ont pu par la suite se reconstruire sur une base saine et une entente mutuelle rétablie. Grâce aux redirections de Lotfi vers le service aide aux aidants du CATTP et l'UNAFAM pour le programme BREF, ils ont pu se former et m'accompagner dans mon parcours de soins et de rétablissement, ainsi que m'épauler en toute connaissance de cause. Notre relation est désormais excellente. Ensuite, je vous parlais de l'accompagnement en ambulatoire après l'hospitalisation. Donc, suite à cette hospitalisation en février 2023, j'ai été redirigée vers l'hôpital de jour de Jean Mermoz, où je suis restée jusqu'en novembre 2023. Je n'ai pas revu Lotfi pendant cette période, puisque nous n'étions pas dans la même structure de soins. C'est lors de mon relais d'orientation vers le CMP Villette en décembre 2023 que j'ai pu reprendre les rendez-vous avec Lotfi. La reprise de cet accompagnement s'est faite à ma demande, tant j'avais été marquée par tous les bienfaits que j'ai cités plus haut. Nous avons donc pu commencer un suivi centré sur mes progrès quotidiens et ma vie à l'extérieur de l'hôpital. Il m'a été d'un vrai soutien lors de mes moments de solitude et m'a permis de voir le positif dans des situations que la maladie rendait complexes. Nous avons pu mettre en place des projets concrets et adaptés ensemble, comme un projet d'écriture et un projet de musique et de chant, en accord avec mes patients. Il a pu également m'accompagner aux divers rendez-vous médicaux, comme au premier rendez-vous avec ma nouvelle psychiatre au CMP,
afin de faciliter la présentation et la mise en confiance, ou alors au rendez-vous avec une assistante sociale, afin de continuer à suivre mes aides et à mettre en place un budget. En février 2024, suite à une tentative de suicide, je fus de nouveau hospitalisée en clinique psychiatrique à Champvert, à Lyon, pour une durée de 3 mois. Lors de cette période, l'autre fille ne vint pas me visiter, car il respectait la limite de son cadre institutionnel. Malheureusement, à cause de mon trouble borderline, j'avais développé une attache affective dysfonctionnelle envers l'autre fille, que je voyais comme un grand frère ou comme un sauveur, toujours présent pour moi. Et je n'avais donc pas compris son absence lors de cette épreuve que je traversais. Et j'avais ressenti un intense sentiment d'abandon, d'autant plus que cette hospitalisation m'avait particulièrement affectée émotionnellement. Au sortir de cette clinique en avril 2024, et lors de mon retour au CMP, nous avons dû opérer un recadrage de la posture du père aidant dans mon accompagnement. Ce fut non sans mal, car encore une fois, mon trouble borderline et le sentiment d'abandon ne me facilitaient pas la tâche. Je devais comprendre que l'autre fille était un soignant, un aidant, et surtout une personne qui avait elle aussi dû se rétablir. J'ai compris que mon père aidant n'était pas mon sauveur, mais qu'il pouvait m'aider à me relever et à atteindre une résilience dans mon parcours de rétablissement. À partir de cette prise de conscience, l'accompagnement et les soins s'en sont trouvés simplifiés, et mes acquis en lien avec mon rétablissement, ainsi que mon savoir expérientiel, se sont consolidés. Ensuite, je vais pouvoir vous parler des avancées concrètes vers le rétablissement et de mon pouvoir d'agir. Nos rendez-vous avec l'autre fille sont en moyenne tous les 15 jours, voire toutes les semaines, selon ma demande et mon besoin d'accompagnement. Conjoint avec le suivi du psychiatre, l'accompagnement de mon père aidant m'a permis d'accomplir et d'acquérir plusieurs choses. Une prise de recul conséquente sur les situations problématiques de mon quotidien, les crises d'angoisse, mon lien relationnel et familial, organisation et stress administratif, etc. Une mise à jour concrète et régulière des objectifs quotidiens, sommeil, alimentation, projets personnels et professionnels. Un échange fluide et constructif avec les professionnels de santé, ce qui a mené à une alliance thérapeutique basée sur la confiance et à une plus grande observance médicamenteuse. Une observation des comportements, mes émotions, les comportements à risque, mes crises. Un entretien et un déploiement de mon pouvoir d'agir, avec une mise en place de directives anticipées et une favorisation de l'autonomie et de l'autodétermination. Et enfin, un partage d'expériences et de vécus personnels et relationnels avec la maladie. Avec mon père aidant, j'ai pu avoir un cadre sécuritaire dans la relation et dans l'accompagnement, notamment grâce à une horizontalité dans les échanges et dans le partage de l'expertise à travers son savoir expérientiel. Cela m'a aussi permis de travailler sur ma confiance et mon estime de moi. La disponibilité de mon père aidant a aussi été grandement appréciée dans les bons et les mauvais moments de ma vie. Je vais parler maintenant de l'accompagnement dans les projets sociaux et professionnels. Arrivé à un point concret de stabilité et ayant avancé sensiblement dans mon parcours de rétablissement, nous avons pu ensemble se tourner vers l'après, vers l'avenir, chose qui est très difficile avec un trouble borderline, notamment à cause de la sensation de vide et l'instabilité de l'image de soi. Les métiers de l'entraide et du soin m'ont toujours attirée, sans jamais réellement se préciser au cours de ma vie. Je me suis plusieurs fois retrouvée incapable de poursuivre correctement mes études à cause de mes pathologies, et cela a été très frustrant, voire une source de culpabilité. J'ai pu donc, à mon rythme, découvrir les métiers du domaine de la psychiatrie et le métier singulier de la père aidance. Avec mon père aidant, j'ai pu discerner sur le sujet, approfondir mes recherches, par la lecture de livres, les témoignages des autres pères aidants du CMP, le partage et la lecture de mémoires des étudiants en père aidance, majoritairement grâce au réseau de mon père aidant et ses mises en contact avec ses collègues. Avec son aide, j'ai pu entretenir une approche motivationnelle vers ce projet professionnel et obtenir une aide concrète sur la création de mon CV et de l'aide de motivation pour candidater aux divers DU de père aidance. Nous avons suivi ensemble les candidatures et les réponses des diverses universités. Je n'ai pas été prise cette année, mais aucun découragement à l'horizon. J'avais pu travailler sur cette éventualité et nous avions pu mettre en place un plan d'action pour la suite. Et je vais donc sur cette année 2025-2026, toujours avec l'accompagnement et l'aide de mon père aidant, pouvoir faire des stages, des observations, des immersions et des expériences bénévoles afin de me préparer professionnellement et pouvoir sereinement recandidater l'année prochaine avec donc plus d'expérience et encore plus de motivation. Pour conclure mon témoignage, l'accompagnement régulier par mon père aidant m'a aidé à avoir une meilleure compréhension de moi-même, une prise de recul conséquente sur mes états mentaux et mes actions, à fluidifier les échanges avec mes professionnels de santé et mon entourage, et à ce jour,
à me projeter dans mon avenir socio-professionnel. L'impact de mes troubles psychiatriques dans ma vie quotidienne est désormais beaucoup moins virulent qu'avant. Et j'ai pu observer en un an seulement une amélioration importante et ô combien rassurante de mon état mental, stabilisation, organisation et projection sur le long terme. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Lorraine. Merci Lorraine. Je vais prendre la parole très rapidement, j'ai 2 minutes. Avec beaucoup d'émotion, hein, juste après ce témoignage, Lorraine. Merci. Merci pour ta confiance, merci pour ta transparence, Lorraine. Pour ta justesse avec laquelle tu nous as permis d'entrer dans ton parcours. Merci aussi de nous avoir parlé avec autant de lucidité de tes fragilités, tes forces, tes espoirs, tes doutes, de ton cheminement. Il y a des prises de parole qui font plus que raconter une histoire, elles éclairent, elles touchent, elles transforment. Et c'est exactement ce que tu viens de faire, Lorraine. Merci beaucoup. Merci. Donc on est réunis aujourd'hui pour parler de père aidance, et plus précisément, effectivement, de l'expertise du vécu, on va dire, subjectif un peu. Je pense à Eve Gardien, son travail. Je crois que ton témoignage, il illustre bien à lui seul cette idée, hein. Au fond, c'est quoi la pérédance en gros? C'est quoi? C'est la rencontre de 2 personnes qui, chacune à leur manière, savent ce que c'est de tomber et surtout ce que c'est de se relever. Pas grâce à des réponses toutes faites, mais grâce à une présence, une écoute, une compréhension qui ne passe pas seulement par les mots, mais par le vécu. La pérédance, c'est pas un concept, c'est pas une technique. C'est un lien humain avant tout, un lien qui dit je ne suis pas là pour te juger, je suis pas là pour t'analyser, je suis là avec toi parce que moi aussi j'ai traversé des tempêtes. Et ce lien-là, il a quelque chose d'unique, parce qu'il ne cherche pas à soigner à la place, mais à soutenir, à accompagner, à faire émerger les ressources que l'autre porte déjà en lui, même quand il n'en a pas conscience. Tu viens de poser avec clarté, Lorraine, ce que représente la pérédance dans un parcours de soins. Mais au-delà de ça, tu as donné aussi corps à des notions qui nous rassemblent aujourd'hui, celle du rétablissement et des valeurs fondamentales des pratiques de la réhabilitation psychosociale, telles que l'autodétermination, le pouvoir d'agir, l'inclusion, l'espoir, l'entraide, la déstigmatisation, la psychoéducation, la remédiation cognitive, hein. Et aussi, ce que tu viens d'illustrer, c'est ce qu'on appelle le rétablissement, en effet, dans toute sa complexité et sa richesse. Un rétablissement qui ne se résume pas à la disparition des symptômes, mais qui touche à l'identité, à la capacité de faire des choix, à retrouver un sens, un rôle, une place dans la société. Un rétablissement personnel, progressif, multidimensionnel, qui mobilise autant le soin que les liens sociaux, les droits, les projets, les rêves, et parfois même des rencontres décisives avec la pérédance, par exemple. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans le domaine de la pérédance, mais c'est complètement un virage à 360 par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, puisque j'ai été embauché depuis 1 an et demi au Vinatier à la direction de la recherche clinique et de l'innovation dans le service Digimentaly, donc qui est un tiers-lieu d'expérimentation, le numérique au service de la santé mentale. Alors, Digimentaly, en quelques mots, c'est une opération qui est soutenue par l'État dans le cadre du dispositif tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique de France 2030 et opérée par la Caisse des dépôts. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on accompagne des projets numériques en santé mentale en plaçant les utilisateurs finaux au cœur de la démarche. Et vous verrez que les utilisateurs finaux, ça peut être essentiellement les personnes concernées, les aidants ou les professionnels de santé. Donc les projets que l'on accompagne concernent l'ensemble du parcours en santé mentale, comme la prévention, le repérage précoce, le soin, le rétablissement ou l'inclusion sociale. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique, ils ont été créés pour faire en sorte que les solutions numériques qui arrivent sur le marché correspondent vraiment, réellement
aux besoins du terrain. Alors, je vais vous... Ah, voilà. Donc, le consortium Digimentalie ou le groupement Digimentalie, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion des 3 principaux acteurs de Lyon et de la métropole lyonnaise, le Vinatier, qui est le chef de file, la Fondation ARHM, qui intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap, et l'ADAPI 69, qui est une association nationale de familles qui s'occupe dans les domaines du handicap psychique et ou mental, de l'autisme et du polyhandicap. Alors, chacun de ces 3 établissements dispose d'un Living Lab. Donc un Living Lab, c'est un laboratoire vivant. C'est dans ces espaces, qu'on appelle Living Lab, que l'on va animer les ateliers, réaliser des expérimentations, procéder à des tests. Alors, le Living Lab du Vinatier s'appelle le Synapse Lab. Il s'occupe principalement d'accompagner les projets dans le domaine du soin, du repérage précoce et du rétablissement. Il y a le M-Lab de la santé mentale de la RHM, qui accompagne plutôt des projets dans ce qui concerne la prévention et l'inclusion sociale. Et nous avons aussi le Living Lab de l'Espace Collab, qui participe à des projets sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je vais au fur et à mesure développer et donner des exemples. Alors, l'équipe de Digimentalie, elle est constituée de 3 directeurs d'établissement, les 3 directeurs de l'ADAPI, du Vinatier et de la RHM, qui, eux, s'occupent du pilotage stratégique, de la vision politique et institutionnelle. Il y a les chargés d'innovation qui mettent en œuvre et qui suivent les expérimentations, qui rédigent le livrable. J'expliquerai plus tard ce que c'est que le livrable. Il y a une coordinatrice, Oriane Gian, qui coordonne, pilote de main de maître et qui met en relation tout ce monde qu'on appelle sur l'écosystème et qui anime le dispositif. On a un infirmier qui nous a rejoint il y a 1 an. C'était très important pour nous, qui est un professionnel de santé qui travaille depuis 10 ans dans les équipes mobiles au Vinatier. Donc l'infirmier permet de faire favoriser la mise en lien avec les professionnels de santé et il apporte son regard de soignant et de sa pratique sur les projets que l'on accompagne. Et moi-même, père aidant, alors au sein de Digimentalie, je réalise quelques fonctions. Principalement, la plus grosse de mes attributions, de mes missions, c'est de mobiliser et de trouver les experts d'usage pour les expérimentations. Alors, ce que l'on appelle experts d'usage, ce sont toutes les personnes qui pourront potentiellement utiliser une solution numérique dans leur quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils savent mieux que quiconque comment l'utiliser, l'appréhender. Donc, les experts d'usage que j'essaye de mobiliser, de recruter, c'est essentiellement des personnes concernées par des troubles psychiques ou du neurodéveloppement. Ce sont les professionnels de santé, mais c'est également aussi les aidants, les proches aidants. Une autre de mes missions au sein de Digimentalie, c'est de rendre les différents supports accessibles et compréhensibles pour les personnes concernées. Alors j'explique, les personnes avec lesquelles je travaille sont des chargés d'innovation, donc ils ont vraiment un jargon très particulier, un système de pensée. Donc j'essaie de faire en sorte, sur les outils de communication que l'on met à disposition du public, que ça soit accessible. Parce que sinon, c'est à des années-lumière de ce que le commun peut comprendre. Quelque chose que j'apprécie beaucoup de faire aussi, c'est de concevoir le contenu et ensuite de co-animer des ateliers de recueil de besoins que l'on réalise plusieurs fois dans l'année. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est un service de recherche, on est dans nos bureaux, il y a des porteurs de projets qui peuvent être des start-up, qui peuvent être aussi des associations comme des GEM ou des professionnels, des professeurs par exemple du Vinatier qui viennent nous voir. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est que avant de sélectionner des projets, c'est qu'on rencontre les personnes et qu'on leur demande de quoi elles ont besoin. Et parmi leurs besoins, qu'est-ce qui peut être décliné avec des applications numériques.
Ponctuellement, je participe aussi à des actions de déstigmatisation en intervenant sur des événements autour de la santé mentale, comme par exemple l'année dernière sur un atelier à Paris, le Facette Festival, qui est un festival de santé mentale pour les jeunes de 15-25 ans. Et enfin, j'écris des articles sur les activités, sur les actualités de Digimentalie pour le site internet ou sur LinkedIn. Alors, j'ai souvent employé le terme d'expérimentation, mais qu'est-ce que l'on expérimente? Alors, ce sont des applications, des sites internet ou des dispositifs médicaux numériques. Alors, qui peut donner son avis? Donc, les professionnels médicaux, paramédicaux du secteur médico-social, toute personne concernée par les troubles psychiques ou du neurodéveloppement, et les aidants. Et ce sont toutes les personnes qui peuvent donner leur avis que l'on appelle experts d'usage. Si vous-même, vous souhaitez devenir expert d'usage, vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn ou sur Internet, vous inscrire, et quand l'on aura des futures expérimentations ou tests, je vous recontacterai. Alors, comment se déroule une expérimentation? D'abord, on définit les modalités et le protocole. On recherche les volontaires. C'est vraiment ce qui est le plus difficile, c'est de trouver les volontaires. On réalise l'expérimentation et après, aux porteurs de projets et aux volontaires, on restitue sous forme d'un livrable et on réunit à nouveau toutes les personnes qui ont participé à l'étude pour leur faire part des recommandations et des résultats qui ont suivi. Alors, on a plusieurs types d'expérimentations possibles au sein de Digimentalie et parmi elles, les ateliers de co-conception. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, c'est-à-dire que ça va se réunir, ça va se passer sur une demi-journée dans les labs. Alors je vais vous donner un exemple, ça sera plus concret. La tribu vagabonde, c'est un GEM itinérant en Nord-Isère qui a souhaité mettre en place une solution numérique puisque c'était un GEM qui était assez dispatché sur le territoire. Donc au fil du temps, ils sont venus avec une idée papier. On a commencé à travailler avec eux pour faire un prototype papier. Et après, ça a évolué sur une maquette fil de fer, haute définition. Et maintenant, on en est sur les premières utilisations. Et ce qui est intéressant derrière ce projet, c'est, hormis les informations et les rencontres qui peuvent être diffusées sur cette application, c'est qu'en alternance, une personne de l'association va assurer une veille. Si par exemple l'un des membres ne s'est pas manifesté pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, celui qui assure la veille va le contacter pour voir si tout va bien. Donc le numérique vient pour assurer cette fonction. Donc parmi les autres expérimentations, nous avons aussi les tests utilisateurs. En général, c'est 1 heure. On demande aux participants de venir dans un des labs et pendant 1 heure, ils vont suivre un scénario et donner leur avis sur les fonctionnalités d'une application. Comme par exemple Picto Agenda, qui est porté par l'ADAPI. Alors je suis très touché par ce projet en particulier, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la plupart de nos projets, derrière ces histoires, ces projets, il y a souvent une histoire humaine et de cœur. Et là, c'est Pablo, le petit garçon que vous voyez au milieu, qui a une 20aine d'années, qui est trisomique. Et ce sont ses grands frères qui travaillent dans l'informatique, qui ont voulu développer une application de semainier avec des séquences pour pouvoir communiquer avec lui. Et après, Pablo aussi peut communiquer avec des émoticônes. C'est-à-dire que c'est un semainier et heure par heure, les tâches vont être décomposées. Par exemple, pour se brosser les dents, aller à l'école, s'habiller. Et voilà. Et Pablo a très bien compris quand on a réalisé les 2 tests, qu'on parlait de lui. Et il était resplendissant. Il y avait la mère aussi derrière. Donc c'est souvent ça qui m'anime, c'est qu'il y a des histoires de cœur dans la plupart des projets que l'on accompagne. Et enfin, un dernier exemple de mise à disposition, c'est un autre type d'expérimentation qui se réalise sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et alors, on appelle ça un test en environnement réel.
C'est-à-dire qu'on va mettre directement le dispositif dans le quotidien des utilisateurs. L'exemple, ReflexCare, qui est d'ailleurs déployé dans certains services au Vinatier, mais pas que, avec les APA, les moniteurs en activité physique adaptée. Ce sont 4 modules que vous voyez peut-être en photo, qui émettent des sons et ou des images reliés à une tablette, et des APA, des ergothérapeutes, des kinés, au moyen de ces boîtiers, vont faire travailler et renforcer la rééducation motrice et cognitive. Voilà pour le projet ReflexTime. Donc, pour presque conclure, depuis la création de Digimentaly, nous avons accompagné une dizaine de projets. Certains sont en cours, d'autres sont finalisés, donc dans les domaines du rétablissement, de l'inclusion, du soin et du diagnostic. Merci pour votre attention. Avez-vous des questions? Merci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans, je suis bipolaire, là depuis 3 ans à la Maison Perchée. Je voulais savoir dans la salle, qui connaît la Maison Perchée? Waouh, on a une hola de main, c'est incroyable. Donc, et qui est père aidant? Tout le monde aussi, presque autant. Alors moi, je voudrais juste vous partager un truc énorme, c'est que il y a 1 an et demi, j'ai rencontré Nicolas Franck au congrès Santé Mentale France à Marseille. Et je ne pensais pas un jour qu'on aurait un amphithéâtre rempli de personnes concernées, de pères aidants qui vont s'investir dans le diagnostic et dans l'aide du prochain. Et j'imagine que c'est encore plus nombreux en ligne. Je ne vous ai pas au visuel. Alors, la Maison Perchée, qu'est-ce que c'est? La Maison Perchée, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans. Elle a été créée pour être conçue en ligne, pour être diffusable partout en France, dans tous les pays francophones, Canada, Belgique, Luxembourg, Maghreb. Vraiment, l'idée, c'était d'avoir beaucoup de monde qui puisse s'y connecter. Beaucoup de monde, oui, mais avec certains critères. C'est-à-dire que la Maison Perchée, elle a été ciblée pour être seulement pour les jeunes de 18 à 40 ans. C'est souvent là qu'il y a le diagnostic qui tombe. Pardon, excusez-moi. Comme vous le savez, entre 15 et 25 ans, c'est souvent là que vous avez votre diagnostic qui tombe, votre vie s'écroule, votre famille se disloque, vos amis partent un peu dans tous les sens et votre vie professionnelle ou étudiante devient très compliquée. Donc c'est spécialement pour ça que la Maison Perchée a été créée, pour encadrer, épauler, donner de l'espoir à tous ces jeunes. On est recentré sur 3 troubles psy spécifiques: la bipolarité, la schizophrénie, schizoaffectif et le borderline, parce qu'il fallait bien faire un choix. C'est la position qui a été prise par les fondateurs à l'époque. Et surtout, en fait, la Maison Perchée fonctionne par et avec toutes les personnes qui sont concernées. Chacun prend part à la Maison Perchée et agit, en fait, pour son rétablissement. On est sur une paire aidance bénévole. Et vraiment, le concept de la Maison Perchée, c'est que la paire aidance, en fait, le rétablissement passe par la paire aidance. Et le fait de devenir soi-même référent, soit en faisant des écoutes téléphoniques, en animant un atelier, en organisant un groupe de parole, et le fait de faire tout ça fait qu'en tant que père aidant, on devient acteur de son rétablissement. Et ça aide. Ça donne énormément d'espoir, évidemment, de voir tous ces pères aidants. Et vous le savez mieux que moi, d'être père aidant, ou de rencontrer un père aidant, c'est un symbole extrêmement heureux. Et vraiment, c'est un sentiment qui dépasse vraiment tout d'avoir cette personne en face de soi. Mais surtout, on s'entraide énormément et on avance soi-même. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, j'ai intégré la Maison Perchée il y a 3 ans. Cet été, j'ai fait un petit up. En fait, il est resté petit parce que j'avais mes copains de la Maison Perchée qui l'ont tout de suite détecté. J'ai reconnu immédiatement les symptômes moi-même. J'ai eu moins peur de me tourner vers la psychiatrie, vers les urgences psychiatriques. J'y ai été accompagnée. Les urgences du Vinatier ont été entièrement changées. Je ne sais pas depuis quand ça date, mais c'est beaucoup moins glauque que quand j'y suis allée la dernière fois. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Voilà. Pour autant, la Maison Perchée, c'est une association qui est non médicalisée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à partir en crise, la Maison Perchée n'est pas là pour pallier les soignants, les médicaments et les hospitalisations s'il faut en prendre. Donc, les 3 grandes missions de la Maison Perchée, c'est d'abord et avant tout
d'aider les jeunes adultes dans leur parcours de diagnostic et de troubles psy, avec, comme je vous ai expliqué, des ateliers, des groupes de parole. Le deuxième pilier de la Maison Perchée, c'est de déstigmatiser à un enjeu beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait, moi, tous les mois, je vais en entreprise ou auprès d'étudiants en fac et je fais 1 heure de webinaire pour expliquer mon trouble psy, mon impact dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et comment j'avance. Et je pense que par l'exemple et en rassurant les gens, en expliquant ce que c'est que le handicap, ce que c'est que le trouble psy, ce que c'est que les maladies mentales, à force, on arrivera à faire changer les gens ou peut-être à avoir un peu moins peur qu'aujourd'hui la stigmatisation qu'ils peuvent avoir. La dernière partie, c'est une partie qui est plus en retrait, c'est contribuer à l'innovation en psychiatrie. Ça veut dire que la Maison Perchée va avoir des interventions auprès du personnel soignant, ou va participer à des recherches, où je sais a pu participer à des recherches sur des travaux de l'Assemblée nationale, par exemple, pour faire changer un peu le cadre légal qui existe. Comment ça se passe? Il y a effectivement ce qu'on appelle la canopée. En fait, la Maison Perchée s'est remplie de petits symboles et de petites appellations. On a la chouette qui nous protège sur le Discord, etc. Mais donc, comme je vous disais, quand on rentre à la Maison Perchée, maintenant, ça sera pour 1 an. Donc, la canopée, c'est le programme maintenant pour les jeunes qui rentrent sur la Maison Perchée, c'est-à-dire que pendant 1 an, ils vont pouvoir bénéficier des ateliers, des groupes de parole, des rencontres en ligne, du chat communautaire, du Discord, et puis des événements qui s'organisent à Paris ou en région. Au bout d'1 an, le but, c'est soit on fait une prolongation pour rester dans ce statut, soit on devient, éventuellement, on a envie d'intégrer la pérédance et d'intégrer ces groupes-là. Et en fait, comme je vous disais, il y avait beaucoup de gens en fait, qui pensaient que la Maison Perchée, depuis qu'ils ont ouvert leurs locaux à Paris, ce n'est que à Paris. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous vous êtes trompés. Depuis 6 mois, à peu près, un peu plus, la Maison Perchée commence à essaimer en région les initiatives et les événements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 8 régions, dans 8 villes de France, il y a maintenant des binômes qui essayent d'organiser des événements 1 fois par trimestre, 1 fois par mois, ou pour les plus dynamiques, 1 fois par semaine. Et donc, c'est là la question aussi la question que je vous pose aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent auprès d'hôpitaux, auprès de cliniques et auprès de jeunes qui ont entre 18 et 40 ans, qui sont potentiellement concernés par de la bipolarité, de la schizophrénie ou du borderline. Si c'est le cas, n'hésitez pas à leur parler de la Maison Perchée parce qu'en fait, ils peuvent carrément nous rejoindre. Et le dernière chose que je peux vous dire, c'est que la Maison Perchée, les bipolaires sont tellement... On est tellement content d'arriver dans cet endroit, même quand c'est que en ligne, qu'on a institutionnalisé un process qui s'appelle le MP Effect, la Maison Perchée Effect. Les gens comme moi sont tellement trop contents de revenir d'aller à la Maison Perchée qu'on déclenche un up à notre inscription parce qu'on découvre un monde où on est accepté et où on a de l'espoir et où on est avec des gens qui ont notre âge et nos difficultés. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous laisse le contact général de la Maison Perchée à lamaisonperchée.org et sinon, côté Lyon, n'hésitez pas, c'est mon téléphone personnel et notre adresse mail. Merci beaucoup.